Voilà, de retour en plateau, nous sommes toujours avec Dr Aka Désiré Etui, le directeur général de Lozère, pour parler donc du bilan des activités de Lozère en ce début d'année, concernant donc les années 2012, 2013, 2014. Quel est l'état des lieux entre ces différentes années-là? La comparaison donne une évolution en termes euh, de nombre de tués sur la période des fêtes, je veux dire, bon, assez préoccupante quand même. Parce que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous avons enregistré 7 tués Pour en 2014. 2014, en 2013, 7 tués également, en 2012, 3 tués. On a comme l'impression que J'allais plus on dire avance, seulement, mais un tué déjà est de trop. on a comme l'impression que plus on avance, les usagers ne tiennent plus compte du code de la route. C'est pour ça que tant qu'il y aura de la mobilité, tant qu'il y aura des routes, tant qu'il y aura de la circulation, l'OSER continuera de sensibiliser, intensifier, multiplier les actions de sensibilisation. Comme on l'a fait cette année, vous avez vu, tous ces spots qui ont été multipliés avec une capsule, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, pour faire une sorte de matraquage médiatique. Et cela avec l'appui du Fonds d'entretien routier. Parlons de la route. Hein. Quel est l'état des lieux sur l'autoroute du Nord? Alors, comme nous avons prévu de faire donc ce bilan en deux En deux phases, phases, oui. cet aspect est tellement important que je souhaiterais que donc la deuxième phase, on puisse revenir là-dessus pour vous indiquer tout le dispositif que nous avons mis en place pour renforcer disons, la sécurité sur l'autoroute avec le partenariat, l'appui de la gendarmerie nationale et du Fonds d'entretien routier. D'accord. Les 24 décembre ont eu lieu, donc je crois, une grande campagne de sensibilisation sur l'autoroute du Nord. Voilà, dans le cadre de la campagne nationale qui a été lancée par le ministre des Transports, il y a eu, je l'ai dit, le partenariat avec la mairie de Korogo pour intervenir à Korogo. Il y a eu également, de façon spécifique, cette campagne sur l'autoroute du Nord pour accompagner les usagers qui empruntent l'autoroute du Nord en cette période de fête. Parce que nous avons estimé environ 6 millions de passagers dans les transports en commun sur longue distance. Et donc, il fallait les accompagner véritablement par une bonne action de terrain. Nous étions donc sur l'autoroute du Nord pour leur distribuer des dépliants conseils pour procéder au test d'alcoolémie. Et puis, nous avions installé une grande banderole qui indique bien que l'autoroute du Nord est une infrastructure de développement. N'en faisons pas un instrument de destruction de vies humaines et de biens. Et ça doit pouvoir marquer les esprits. Et par rapport à ça, l'impact immédiat, ça devrait prendre les dispositions pour aller en respectant la vitesse. Et les populations qui font le commerce à la criée. Ah oui, ça c'est vraiment une très bonne préoccupation. Nous avons malheureusement sur certains endroits de l'autoroute du Nord des commerçants qui s'installent et qui créent des marchés. Et naturellement, bon, les usagers de la route s'arrêtent et ça crée des risques d'accidents et c'est préoccupant. Nous avons donc dans notre plaquette de sensibilisation mis disons, un point important à l'attention de ces commerçants. Il faut veiller à ce que précisément on crée des marchés, c'est important pour les usagers, mais que ce ne soit pas sur le trottoir sur l'accotement, n'est-ce pas, de l'autoroute, et qu'on puisse faire des marchés, n'est-ce pas, bon, dans, j'allais dire, la zone d'influence, pour qu'on puisse permettre aux usagers de la route de s'arrêter, faire des courses. Et c'est bon pour l'économie locale, puisque ce sont des vivriers, des produits vivriers qui sont vendus. Mais cela ne doit pas mettre en cause la vie
des autres passagers, des autres usagers, des automobilistes qui passent et qui risquent effectivement d'être gênés par ces dangers-là. D'accord. Merci beaucoup à vous, docteur Etui, d'être passé sur notre plateau pour nous parler donc de ce bilan des activités de Lozère, et on vous retrouvera certainement la semaine prochaine pour parler toujours de sécurité routière. Merci. Et puis bon, on vous raccompagne avec cet élément que nous propose notre réalisatrice Christelle Akoussa. Déjà toute petite, bon, même quand j'allais à l'école, par moments je prenais des morceaux que je découpais. Donc même mes parents ont vu que c'est la chose que j'aimais. Et en fin de compte, on m'a orientée dans la couture. La couture fait partie intégrante de sa vie. En plus de la couture, elle est tresseuse. Mathilde a déjà une dizaine d'années d'expérience. Elle est une référence ici à Yopougon. Spécialiste de la couture, mais aussi douée dans la tresse. Nous faisons des perruques, mais nous tressons aussi des personnes. Voilà, les personnes qui veulent se faire tresser, quand elles voient le modèle que nous faisons sur une perruque, ça leur plaît, elles demandent si on peut faire ça sur leur tête. On leur dit oui, et elles viennent, on les tresse. Ce sont des perruques qui nous viennent de l'Europe, que nous faisons tresser, et ça retourne en Europe. C'est là-bas que nous vendons. Les clients apprécient son travail. Chaque mois, je fais des commandes avec Mme Martine pour ma fille. Franchement, elle le fait bien. Surtout, elle respecte les délais lorsqu'il y a besoin des trucs pour ma fille. Franchement, c'est tout le temps bien fait. J'apprécie beaucoup les perruques parce qu'elles sont bien faites. Et puis, on peut après même les défaire pour porter ça simplement ou bien retresser encore dans le modèle qu'on souhaite. Elle vit de son art. Par moment, quand la couture, les périodes où il n'y a pas de fête, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de sortie, je m'adonne à la tresse. Et avec cette tresse-là, quand ça sort, je sais que quand ça va sortir, j'aurai quelque chose. Donc, en remplacement de la couture qui ne marche pas, je fais la tresse pour le moment. Et quand la couture marche, je laisse et je fais la couture. Elle emploie une quinzaine de dames. En tout cas, notre patronne, elle est sympa, elle est accueillante, elle ne fait pas de différence entre nous. Donc, ici, chaque fin de mois, en tout cas, on reçoit notre salaire chaque fin de mois. On finit de faire un, elle nous donne 15 000 francs par perruque. Ça veut dire que si tu es rapide, que tu fais 10 par mois, ton argent est propre. Donc, c'est que moi, je vais dire aux jeunes filles, il n'y a pas de sommetier. La tresse là, il y a l'argent dedans. Mathilde a su s'élever. Pour elle, chaque femme doit se battre pour entreprendre. Dans la vie, on peut toujours faire quelque chose et qu'il faut apprendre soi-même à faire quelque chose. Il n'est pas toujours dépendre, il faut être indépendante, il faut s'affirmer, il faut entreprendre et on y arrive toujours. Le professeur Adingra est en plateau. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur. Avec vous, on parlera donc du thème les personnes en situation de handicap face au banditisme, ce qui nous amènera donc à savoir quand est-ce qu'on parle d'agression véritable des personnes handicapées. On parle d'agression véritable des personnes handicapées quand vous êtes agressé physiquement, moralement, par une tierce personne. Et cette agression met en péril votre existence. D'accord. Voilà. Alors moralement, comment est-ce qu'on peut blesser une personne en situation de handicap? Vous savez que moralement, c'est assez simple, hein, puisque physiquement, vous êtes diminué. Et ceux qui viennent vers vous, peut-être pour vous agresser, vont vous dire que vous n'avez pas les capacités physiques nécessaires pour pouvoir leur résister. Voilà. Et ils viennent, ils vous disent, monsieur, bon voilà, donnez-moi votre téléphone portable, par exemple. Ils vont vous le prendre parce qu'ils se disent que vous ne pouvez pas vous défendre. Voilà. Alors, dans ce cas de figure, que fait la personne handicapée donc? Oui, ben là, je veux dire à tous mes frères qui sont dans cette situation de ne pas désespérer. Bon, au plan étatique, il y a la police qui est là. Vous pouvez aller porter plainte contre une tierce personne, contre X. C'est-à-dire si on reconnaît la personne. Si on reconnaît la personne, non, même si vous ne connaissez pas la personne, vous portez plainte contre X. On ne sait jamais. D'accord. Peut-être d'aventure, vous pouvez la rencontrer un jour. Voilà. Et, secondairement, je voudrais dire aussi à mes frères en situation de handicap que ce n'est pas une fatalité. On peut être handicapé et puis faire pratiquer, par exemple, les arts martiaux. Et moi, ça fait 15 ans que je pratique le Kung Fu adapté aux personnes handicapées. Et je peux me défendre physiquement. Mais ce qui n'est pas le cas pour toutes les autres personnes handicapées. Donc, je veux leur dire ce matin
qu'il est possible de faire du karaté, du kung-fu, adapté aux personnes en situation de handicap. N'ayez pas peur, venez et vous allez être plus fort. D'accord. Parlons d'atteinte morale. Ça peut être verbalement, des paroles qu'on vous oui, des paroles, jette à la figure. voilà justement, des paroles blessantes. Blessantes. On nous dit, mais toi, tu es qui? Tu ne peux même pas courir. C'est vrai que je ne peux pas courir. Mais c'est des paroles blessantes, choquantes et malencontreuses, malheureusement. Et parlant d'agression physique, c'est quand on vous dépouille on vous dépouille de vos biens. On vous dépouille de vos biens, facilement. Voilà. Les personnes en situation de handicap sont aussi les auteurs d'agressions. On connaît, bon, on ne va pas donner d'exemple, on ne va pas donner de nom, mais certains handicapés sont à la base d'agressions. Oui, absolument. Et c'est vérifié. Dans le temps, j'avais des acquaintances avec des personnes exerçant au sein de la police. Il y avait une structure spécialisée, la SAVAC. Et il y a aussi la PJ. J'ai des amis à la PJ. Lors de leurs enquêtes, ont découvert qu'il y a des personnes en situation de handicap qui étaient des mentors de certains groupes d'attaque. Vous voyez comment c'est, j'ai failli dire extraordinaire. Parce que vous voyez cette personne handicapée dans un coin de la rue ou bien quelque part chez elle, vous vous dites que c'est une personne innocente. Ces personnes peuvent être des indices aussi, tout ça. Absolument, absolument, ça existe. Ça existe. C'est-à-dire, on se rend chez vous, vous dites, vous avez peut-être pitié de la personne. Voilà. La personne prend le temps de voir tout ce qui est chez vous. D'observer, de tout observer. Tranquillement, voilà. Et puis prendre note et savoir. Et puis, elle voit les failles. Et c'est à cette personne qui va informer les autres qui sont dehors. Voilà, dans tel domicile, on peut entrer comme ceci, il y a tel bien matériel, il y a telle autre chose. Voilà. Alors, comment ces personnes-là peuvent s'adonner à ce genre d'actes, les personnes handicapées? Ah oui, parce que du coup, quand on voit une personne handicapée, on se dit que, comme je viens de le dire, elle est physiquement diminuée, elle ne peut pas ce chose. Mais ici, en Côte d'Ivoire, une fois une enquête de la PJ a mené à déceler une personne en situation de handicap qui était un dealer de drogue. Et comment la personne procédait? Ah oui, la personne était à un coin de rue. Et c'est auprès de cette personne que les uns et les autres venaient s'approvisionner en drogue. Alors, dans ce cas de figure, est-ce qu'on doit avoir pitié de ces personnes-là? Non, ben écoutez, bon, je dis, nous sommes tous des citoyens. Nous sommes tous des citoyens. Nous avons des devoirs et nous avons aussi des droits. C'est parce que vous êtes une personne en situation de handicap que vous êtes au-dessus de la loi. Non. Le code pénal ne fait pas de distinction. Voilà. Dès que vous commettez un acte répréhensible, écoutez, comme on le dit, la justice s'abat avec toute la rigueur qu'il faut pour vous dire que non, monsieur, vous êtes dans une société organisée avec des règles. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Voilà. Comme vous l'avez si bien dit, je crois bien, la personne a donc peut-être décidé de mettre son intellect au profit d'autres choses. Pour montrer que c'est vrai, je suis diminué physiquement, mais intellectuellement, je suis quand même plus... Mais ça va, parce que là, tout de go, quand vous voyez une personne comme ça handicapée à un coin de rue, vous ne vous dites pas que peut-être sous son fauteuil roulant ou bien sous sa cuvette, il y a autre chose. Vous voyez mais le masque que ces personnes apportent. C'est vraiment difficile de déceler tout de suite la moralité de la personne. Voilà. Heureusement qu'au sein de la police, nous avons des gens vraiment avérés qui savent pister. Ils ont le flair. Et ils ont pu, une fois, mettre la main sur un dealer de drogue qui était une personne en situation de handicap. Malheureusement. Est-ce qu'on doit avoir pitié quand on est face à ce genre de cas? Est-ce qu'on doit avoir pitié? Parce que véritablement, c'est difficile. C'est vraiment difficile quand on voit que la personne est diminuée physiquement. C'est vraiment difficile. Oui, je le disais tout à l'heure. Ce n'est pas parce que nous sommes diminués physiquement que nous devons être au-dessus de la loi ou en dessous de la loi. Non. La loi nous sommes d'abord citoyens d'un pays. Souple. Non, ça c'est une discrimination. Je ne suis pas d'accord. Et heureusement aussi que nos lois républicaines sont strictes là-dessus. Vous êtes un citoyen, vous appartenez à un pays, il y a des règles, il faut les observer. Voilà, c'est comme ça. D'accord. En tout cas, c'est bien dit. Je crois que tout est entendu concernant ce thème des personnes en situation de handicap face au banditisme. Alors, avant de terminer, conseil et conduite à tenir. Bon, moi je dis, comme tout à l'heure je le disais, on est tous des citoyens. Il faut observer les règles. Il faut observer les règles. Il faut être un citoyen modèle. Il faut être un citoyen modèle. C'est très important.
Et quand vous avez une personne handicapée dans un service, il ne faudrait pas prendre pitié de cette personne. Parce que les personnes handicapées n'aiment pas, comme je l'ai dit déjà une fois sur l'antenne, n'aiment pas qu'on ait pitié d'elles. Nous sommes des hommes à part entière. Et la personne handicapée dans un service a toujours tendance à faire plus vis-à-vis du rendement. Et c'est vérifié. Partout où vous allez passer, vous allez voir une personne handicapée dans un service, vous allez voir qu'elle s'adonne à sa profession, à son travail, à cœur joie. Et le rendement, il est là, le plus souvent. D'accord. Merci beaucoup à vous, professeur. Merci aussi à vous. Avant de partir, je voudrais dire merci à tous ceux qui nous appellent pour avoir des conseils ici et là. Des États-Unis, de France, Madame et Monsieur Dupont, du Gabon, Monsieur Diakité Moussa, d'origine malienne. Et vraiment, tout ce soutien-là nous est nécessaire pour aller de l'avant. D'accord, on pourra donc avoir votre contact. Je le redonne encore une fois, le 07 27 97 27. 07 27 97 27. Mais je vous en prie, appelez-nous à des heures raisonnables. Tenez compte que ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, du décalage horaire. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. On vous raccompagne avec ce que nous propose la régie.